arriver à l'égalité hommes-femmes au sein des entreprises, il y a plusieurs étapes à franchir. Il faut d'abord faire un audit clair de la situation. Ensuite, sensibiliser les hommes et les femmes, surtout les hommes, aux avantages de l'égalité. Et qu'ils osent de parler. On n'a aucune raison, en tant que femme, d'être, parce qu'on a les mêmes compétences, on a la même créativité, on a les mêmes éducations, donc il n'y a aucune raison de ne pas aller au plus haut poste économique. Et nous, on parle effectivement de mixité. J'insiste sur le terme mixité et pas sur le terme égalité homme-femme, puisqu'on est cette jeune génération pour lesquelles les garçons et les filles ne font finalement plus vraiment différence entre ce que c'est qu'être un homme et une femme au travail. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que finalement ça va faire bouger les choses dans l'entreprise ou pas trop. Ce n'est pas en créant un groupe de femmes à l'opposé de groupe d'hommes, mais c'est plutôt travailler cette mixité, cette diversité, pour qu'on puisse créer une valeur. Et avec cela, en management, ce qui est important, et je pense que c'est quelque part cette empathie française qui fait que, aussi à l'école, les enfants se mettent proportionnellement plus dépendants, et donc on est plus dans une situation dominant, et qu'on retrouve proportionnellement un peu en entreprise. Parce que dès qu'on a un manager, le manager, et en coaching je le vois souvent, il va se retirer, il va s'isoler au lieu de justement être un peu pied sur terre et de jouer un peu vie ma vie. On a fait plusieurs choses, mais en tout cas sur la question de la parité et de l'égalité, nous avons créé un groupe de travail. Au départ, uniquement avec des directrices, nos directrices des MJC qui étaient plutôt expérimentées. Et nous avons essayé de voir avec elles quels étaient un peu les freins qu'on pouvait voir dans la situation professionnelle pour le fait de féminiser et de faire que les postes de directeurs puissent être assurés par des femmes. Donc, la première chose, c'est sur les aspects salariaux. Nous sommes revenus à des applications strictes, conventionnelles, entre hommes et femmes. Deuxième chose, c'est que nous avons développé un accompagnement des femmes à certaines périodes charnières de leur vie. Soit parce qu'on a recruté des jeunes, on se mettait en perspective que ces femmes un jour pouvaient effectivement avoir des enfants, et donc on a imaginé un certain nombre d'accompagnements, de process d'accompagnement de ces femmes pendant ces périodes, pour qu'effectivement il n'y ait pas de rupture, en tout cas dans leur carrière professionnelle. Troisième chose, nous avons retiré de nos critères de recrutement la notion de disponibilité. Et à côté de cela, nous avons mis en place des modes de travail, des modes d'organisation beaucoup plus souples. Et aujourd'hui, si je fais le point sur le bilan social, nous sommes passés de 10% de cadres féminins à 30%. Donc voilà, on a une augmentation en quelques années de 20% de la féminisation de nos cadres et dirigeants dans notre fédération. Alors sur l'espoir, ce qu'on constate, c'est que les jeunes filles Y et les jeunes garçons Y partagent des aspirations communes. Et ça, c'est assez nouveau. Ils sont finalement les héritiers d'abord de leurs féministes de mère, mais aussi de près de 30 ans de mouvements de fond dans les entreprises en faveur des femmes. Et pour eux, la notion de flexibilité des parcours de vie ou de conciliation vie personnelle, vie professionnelle, c'est non seulement totalement intégré, mais aussi revendiqué et revendiqué sans complexe. On a aujourd'hui des jeunes garçons qui n'ont absolument pas honte de dire que plus tard ils auront envie de partir à 17h pour aller chercher leurs enfants, et on a des filles qui disent « moi j'ai envie de travailler 80 heures par semaine, de ne pas faire d'enfants avant 45 ans ou pas du tout, et c'est mon problème ». Parce que ce qu'on essaye de montrer justement, c'est que cette génération, elle est totalement décomplexée sur son image, mais aussi sur ses attentes. Et on a voulu faire un vrai clin d'œil pour montrer que les filles aujourd'hui n'avaient pas honte d'être des Barbies, de s'assumer comme telles, mais aussi et surtout d'être solides sur le fond et que ça n'empêchait ni l'un ni l'autre. Francine Gomez, à Waterman, a dit « Les hommes ont un désir de puissance qui n'ont pas les femmes, c'est physiologique. » Elle ne va pas rencontrer. Mais souvent, c'était comme ça, une femme qui demande à son chéri à la maison « Ah, j'ai une possibilité de travailler à New York ou à Hong Kong », évidemment, son chéri va dire « Mais ça va pas, moi j'ai mon poste et je ne vais pas bouger ».
Et là, il faut que ça change, et c'est en train de changer, mais pas une prise du leadership par les femmes, d'être convaincant, et aussi que les hommes peuvent suivre et chercher un nouveau job dans une autre ville, ce qui est très compliqué par ailleurs. Alors sur ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que les jeunes, ils ont des idées. Et nous, quand on a organisé notre colloque, on a choisi de les mettre dans une position de proposeur. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que la génération Y, on l'appelle en anglais la génération Y, Gen Y, et ça veut dire pourquoi. Et bien nous, on a dit, la génération Y, c'est celle du how, c'est celle du comment, donc faites des propositions, soyez innovants, parlez aux entreprises. Et on a remarqué qu'ils avaient quand même plusieurs propositions à faire qui impactaient l'égalité homme-femme, évidemment, parce qu'ils ont envie de travailler mieux entre les hommes et les femmes. Mais on constate que ça dépasse largement ça. Ils ont envie de travailler mieux entre générations, ils ont envie de travailler mieux entre cultures, ils ont envie de travailler mieux entre pays. J'entends toujours, aux États-Unis, les femmes n'ont pas d'accès il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de maternelle publique, il n'y a pas d'aide aux familles, il n'y a pas de santé, mais comment font ces femmes? Alors, sur la surface, beaucoup de choses se ressemblent. C'est la participation économique, c'est à peu près pareil en France et aux États-Unis, 2,5 points de différence, un peu plus aux États-Unis qu'en France. Le taux de natalité, c'est tout à fait similaire, 2 enfants, 2,1. Mais comment font ces femmes? Donc la flexibilité y joue. Des Américaines qui décident de sortir du monde du travail, peut-être pendant 2-3 ans pour garder leurs enfants à la maison, qu'est-ce qu'elles font? Elles restent actives, mais peut-être pas rémunérées. Elles se mettent dans la vie associative où elles ont des compétences qu'elles peuvent développer. Et même ça aide cette femme à changer de poste à la suite, parce qu'elle a développé des compétences. Et il y a les notions que l'on peut rester même 10 ans, 20 ans à la maison et pas être rémunéré, et puis se réintégrer. En France, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi égalité. Et surtout dans un pays comme la France, dans lequel il y a proportionnellement peut-être moins d'égalité, même si on l'a mis dans l'emblème. Parce qu'en venant en France, j'étais très choquée au tout début, et étonnée, quand j'ai eu mon premier boulot chez les Américains d'ailleurs, ne parlant pas français, c'était un peu plus facile, d'entendre des copains et des copines françaises qui disaient « T'es rentré où ?» Je dis « J'ai un boulot. » « Mais dans quoi? J'espère en marketing. » Je dis « Je crois, oui. » Ou peut-être en commercial. Il faut mieux que tu sois en marketing. Mais pourquoi mieux en marketing? Je dis « Ok. » La deuxième question qu'on m'a tout de suite posée, est-ce que tu es cadre ou non cadre? Je dis j'en sais rien, j'ai un boulot. Parce qu'il n'y avait pas des égalités entre les mutuelles, entre que tu sois cadre ou pas cadre, qu'il y avait des avantages pour les uns et les autres. Je suis tombée de ma chaise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, le pays de la liberté et de l'égalité? Donc j'ai interviewé énormément de femmes architectes et on s'aperçoit aussi que pour celles, les few happies qui ont réussi, elles ont effectivement réussi, mais d'abord elles sont peu nombreuses et puis il subsiste le plafond de verre. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain niveau, les grandes vedettes sont des hommes, les grands hommes, c'est eux qui sont concernés par les médias, c'est eux qu'on interviewe, c'est Nouvelles, c'est Ports-en-Parc. Beaucoup de femmes qui sortent des écoles, très peu qui vont finalement exercer comme architectes, et au final très peu qui pourront faire les grands chantiers. Je ne sais pas si on fait un musée de la culture ou un grand musée, ça ne sera pas une femme, ça sera toujours un homme. Je m'engage tous les jours pour les femmes parce que je refuse de regarder un recrutement s'il n'y a pas au moins une ou des femmes qui sont présentées, évidemment, aux mêmes compétences. Parce que l'on sait, par expérience, que si l'on ne travaille pas de manière assidue sur le sujet, eh bien, les bonnes habitudes peuvent se perdre très rapidement. Mais c'est très compliqué parce que pour faire entrer les femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, encore faudrait-il qu'il y en ait. Alors, c'était très surprenant parce que venant à une manifestation dans un réseau où il y a 12 000 femmes, que cet homme se pose la question de savoir où on pouvait trouver des femmes, enfin, c'était vraiment très surprenant. Et en mettant les petites briques bout à bout, ce qu'on a vraiment identifié, c'est que les femmes ont un savoir-faire, hein, c'est ce que disait Catherine, c'est ce que disait Béatrice,
Je crois qu'on a beaucoup avancé au XXe siècle, les femmes réussissent dans leur vie professionnelle, donc il y a le savoir-faire, mais en revanche le faire savoir, alors là, il n'y a plus rien. Et cette crise, elle impacte particulièrement les jeunes qui ont du mal à trouver leur place sur le marché du travail et dont on peut craindre que toutes ces aspirations, elles disparaissent au profit de la sécurité de l'emploi. Ou alors, on peut dire que cette crise, elle est un signal d'alarme nécessaire et elle montre qu'il y a ici une vraie opportunité de changer les modes de management et les modèles de l'entreprise. Et donc ce à quoi je vous invite à réfléchir tous ensemble, c'est utiliser cette énergie des jeunes pour réfléchir à de nouveaux modes de management qui impactent bien sûr l'égalité homme-femme, mais qui dépassent tout ce contexte.